Bienvenue sur ce nouvel épisode de Tierra Libertad. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des professionnels de l'agriculture, des chercheurs et des militants du monde entier pour aborder la transition durable du système agricole et alimentaire sous l'angle de thématiques telles que la justice sociale et raciale, la concentration des terres, l'impact de la technologie dans l'agriculture et les dangers du capitalisme vert. Dans cet épisode, je reçois Tanguy Martin. Agronome de formation, Tanguy est aussi un militant engagé de longue date sur des questions cruciales comme l'accaparement des terres, l'agroécologie et l'alimentation durable à différentes échelles, du local à l'européen. Notre échange s'appuie notamment sur son essai « Cultiver les communs, une sortie du capitalisme par la terre ». Dans ce livre, Tanguy revient sur le rôle fondamental que l'appropriation de la terre a joué dans la naissance du capitalisme et sur les effets destructeurs que cette logique continue de produire sur les sociétés, les écosystèmes et les droits humains. En contrepoint, il explore la piste politique des communs et en particulier ce que cela implique de penser la terre non plus comme une propriété, mais comme un commun institué collectivement. Bonjour Tanguy, merci d'avoir accepté cette invitation et bienvenue sur le podcast Tierra y Libertad. Bonjour, merci de l'invitation. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi et ton parcours ? Je m'appelle Tanguy Martin, je travaille et je milite autour des questions agricoles, de démocratie, de justice dans l'agriculture et l'alimentation. Pour le boulot, je bosse pour une structure qui s'appelle Terre de Liens, qui s'intéresse à la préservation et au partage des terres en France. Et puis après, de manière bénévole, je milite dans différents espaces, notamment des collectifs qui s'appellent Ingénieurs sans frontières, Reprise de terre ou encore le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. Merci Tanguy pour cette présentation. Donc pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais parler d'un livre que tu as écrit intitulé « Cultiver les communs, une sortie du capitalisme par la terre ». Alors tout d'abord, quel lien fais-tu entre l'agriculture et le développement du capitalisme ? En fait, il y a un lien, en tout cas, entre la terre et notamment la terre agricole dans sa vocation nourricière et le développement du capitalisme. C'est assez fondamental dans la mesure où on situe un des aspects fondamentaux du capitalisme dans la réalisation des enclosures, c'est-à-dire au moment où le capitalisme se développe au Royaume-Uni à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle. Et ensuite, ça va être l'idée que les seigneurs vont récupérer la terre euh, de manière absolue et pouvoir virer les paysans. Et donc les paysans qui, dans le régime féodal, avaient plein de problèmes, mais un accès garanti à la terre et donc à leur subsistance, ne vont plus avoir d'accès garanti à leur subsistance et vont devoir vendre leur force de travail pour pouvoir continuer, ne serait-ce qu'à se nourrir. Et donc, en fait, voilà, la création du capitalisme, elle passe par une prise de terre. Donc, cette prise de terre avec les enclosures au Royaume-Uni et qui va se développer dans tout l'espace occidental. Et au même moment, pour ce qu'on appelle l'accumulation primitive du capital, c'est-à-dire le fait de pouvoir constituer une propriété, des moyens de production assez larges pour pouvoir lancer l'exploitation capitaliste par la prise de terre dans l'espace colonial. Et donc voilà, le capitalisme est basé sur une double prise de terre notamment agricole, qui va permettre de séparer le travailleur de la terre, le travailleur de sa subsistance. Et donc ça, c'est vraiment un des fondamentaux du capitalisme. Vaste sujet, on pourra en parler pendant des heures. Alors, pour éviter les écueils d'un discours du type « c'était mieux avant », je voudrais te demander quels progrès ont selon toi été réalisés au XXe siècle dans le monde agricole en France, notamment sur le plan foncier. Ouais. Alors, je me permets de repartir de ce que j'étais en train de dire, même si c'est pas exactement le XXe siècle, c'est de dire, moi, je veux pas tomber dans une idée que il y avait des régimes de propriété de la terre sous le système féodal qui étaient finalement intéressants, donc on pourrait s'inspirer et que le Moyen Âge, c'était mieux pour les travailleurs de la terre ou pour les gens en général que la période moderne ou la période capitaliste, parce que je pense que c'est pas du tout le cas, c'est différemment problématique. Ça pourrait être analysé longtemps, mais il faut
on a parfois tendance un peu à tomber, dans ces travers-là. Il y a des choses inspirantes dans la période médiévale qu'il faut reprendre, mais c'était pas mieux avant, loin de là. Et effectivement, on a plein de choses assez moches qui se sont passées dans l'agriculture, sous la pression du capitalisme au XXe siècle, notamment en France. Mais il y a eu aussi des conquêtes sociales, des choses, extrêmement intéressantes et qui se sont cristallisées au milieu du XXe siècle, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, même s'il y a des choses qui viennent, historiquement, de constructions, militantes un peu plus, longues, sur des durées un peu plus longues. Il y a quelque chose qui est une réforme qui arrive avec le Conseil national de la résistance en 46, qui est ce qu'on appelle le statut du fermage et qui est un statut qui va donner aux locataires des terres agricoles une très grande protection. Un droit d'accès à la terre avec un loyer fixé par arrêté préfectoral de manière modique, des durées très longues, une difficulté pour le propriétaire de s'immiscer dans les pratiques de son locataire et donc ça va venir, finalement bloquer le propriétaire qui est, le propriétaire terrien qui, pendant tout le début du XXe siècle est finalement la personne qui va dominer le travailleur de la terre, c'est le propriétaire terrien. Heu, Puisque les agriculteurs sont pas des salariés à ce moment-là, ils sont très majoritairement des travailleurs indépendants. Donc ils sont pas, exploités par des patrons, mais par contre, les propriétaires les mettent dans une situation de précarité, les forcent à payer, des loyers, qui sont pas du tout encadrés, et donc ça précarise complètement les agriculteurs et donc c'est statut du fermage qui existe toujours. Il y a des juristes qui disent que c'est quasiment un statut de quasi-propriété. Voilà, ça veut dire que le fait de travailler la terre donne un droit d'usage pérenne, pour un prix modique, aux paysans, à la paysanne et donc ça, c'est vraiment, par exemple, un exemple de réforme très très intéressante, et et qui a peut-être vocation d'ailleurs à perdurer. Enfin, si la propriété, privée a été abolie, et ça on n'en aurait plus besoin, mais tant qu'elle existe, c'est un statut très intéressant et plus généralement, heu, tout au cours du XXe siècle, il y a un certain nombre d'organisations qui sont basées sur le syndicalisme agricole, qui vont gagner du pouvoir, hem et qui fait que, une partie des travailleurs de la terre va co-gérer les politiques agricoles et ça, en soi, c'est plutôt une idée intéressante qui intéresse, toute personne qui s'intéresse un peu à l'émancipation du travail, à l'émancipation par le travail, de se dire que les travailleurs co-gèrent les politiques, qui s'appliquent au travail. Malheureusement, ces institutions sont plutôt dévoyées et instrumentalisées, avec une vision corporatiste, et identitaire, de l'agriculteur, de l'agriculture et du travail agricole, ce qui pose d'autres problèmes. Notamment parce qu'aujourd'hui, presque 50 du travail agricole est réalisé par des salariés et pas que par des agriculteurs et que ces salariés, eux, n'ont pas le droit de dire grand-chose, dans cette histoire-là. Nous, on peut garder en tête que le XXe siècle en France a amené des conquêtes sociales, et des institutions, qui, sortent des logiques libérales, pour redonner du droit aux travailleurs. Mhm. Bon, effectivement, le syndicalisme agricole en France est une question complexe que j'aborderai sûrement dans un autre épisode. Pourquoi la régulation du foncier agricole uniquement par le marché te semble-t-elle inadaptée aux enjeux qui l'entourent? Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fait, l'idée donc qui arrive avec les enclosures que, la terre peut être, ou doit être un bien marchand, donc un bien qui se vend sur un marché, contre des espèces sonnantes et trébuchantes. C'est une idée qui est, à l'échelle de l'histoire humaine, assez anecdotique, en fait. C'est quelque chose de très récent et c'est quelque chose qui est pas du tout partagé partout dans le monde, même pas encore aujourd'hui, même si ça tend à s'étendre et je pense qu'on y reviendra après. Hem, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que, finalement, ça serait une marchandise comme une autre, et que, voilà, on peut l'échanger, mais aussi avec la propriété privée, on peut la détruire puisque le droit de propriété dit que le propriétaire peut détruire son bien, peut détruire, la chose appropriée, ce qu'on appelle l'abusus dans un droit, heu, voilà, qui est issu du droit latin et donc ça pose tout un tas de questions sur, un petit peu le délire de pouvoir que l'être humain peut avoir sur la planète dans le capitalisme et dans la modernité occidentale on a le droit même de détruire la terre,
même si évidemment là, tout ça est encadré par des lois et que c'est pas aussi, caricatural et aussi simple que ça. Mais ça pose vraiment tout un tas de questions et dans un système capitaliste, le marché, il fonctionne dans l'idée que on va, allouer des ressources, dans l'objet de, d'accumuler du capital et donc de maximiser, la rentabilité des investissements, de faire pour faire du profit. Et si on prend ça, en fait, échanger la terre, selon cette logique-là, revient à dire que on va allouer la terre aux usages les plus productifs, au sens productif de profit, voilà. Et en fait, ces usages les plus productifs, heu, c'est pas ceux qui vont répondre à des besoins fondamentaux de l'espèce humaine, parce que l'usage le plus productif de la terre aujourd'hui, c'est de faire du logement. Donc en fait, si on devait allouer les terres de cette manière-là, en disant: «Bah, on va l'allouer, à ce qui est le plus efficace en termes de profit», bah, on aurait une immense zone pavillonnaire sur toute la France, par exemple. Et du coup, on pourrait plus se nourrir, voire sur toute la terre. Donc il y a un truc qui fonctionne pas du tout là-dedans et il y a besoin de réguler les usages qu'on a sur la terre et comment on va allouer cette ressource. Hem et en plus, il y a besoin de pouvoir, superposer différents usages sur la même surface, sur le même lieu. Parce qu'en fait, la terre, c'est ce qu'on appelle un espace multifonctionnel. Ça sert à produire de l'alimentation, mais ça fait aussi du paysage. C'est un espace éventuellement récréatif pour faire de la randonnée. Ça peut être un espace spirituel pour tout un tas de gens. Ça stocke du carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça accueille de la biodiversité, sauvage qui, ne sert pas forcément, uniquement à produire de l'alimentation humaine, mais qui a le droit d'exister par elle-même, et cetera, et cetera. Donc en fait, l'allocation, même si on dit: «Voilà, la terre, elle doit être que agricole», si on dit: «Bah, ça va pour l'usage qui maximise le profit», on va faire une monoculture de blé ou de maïs, mais du coup, bah, pareil, on va engendrer des désastres sociaux et environnementaux. Donc ça voilà, l'allocation par le marché, c'est pas un truc qui fonctionne, donc il faut trouver d'autres types, d'autres façons de faire et ça existe, hein. Il y a, l'anthropologie et l'histoire regorgent de façons de gérer la terre, autrement que par le marché et même historiquement, par exemple, un économiste comme Léon Walras, qui est un des pères de l'économie néoclassique, donc qui ne devrait pas être forcément, quelqu'un qui s'oppose au marché, bien au contraire, disait: «Bah oui, la terre, c'est compliqué en économie. En plus, c'est pas une marchandise qui se fabrique. Du coup, peut-être que ça vaudrait le coup de la nationaliser». Et ça, c'est le père de l'économie néoclassique qui dit ça. Donc on peut quand même se poser des questions, même selon un large pan de tradition idéologique, que le marché, c'est pas la bonne façon pour gérer la terre. Alors justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que l'idée de sortir l'alimentation de la sphère capitaliste est forcément une idée de gauche, voire une idée révolutionnaire? Alors, moi, j'aime bien partir de là. Enfin, on peut se lancer dans des grandes théories politiques et tout, j'adore ça, mais hem, si on est un peu schématique et qu'on regarde ce qui se passe dans l'histoire et dans le monde, depuis que le capitalisme existe, on voit que, hem, la maximisation du profit, donc la logique d'action du capital, donc le fait que normalement, la somme des intérêts privés et de la maximisation des intérêts privés aboutirait à un espèce d'optimum social, bah, ça marche pas. En tout cas, moi ce que je connais sur, les filières alimentaires, ça ne marche pas. Parce que qu'est-ce que ça a produit en tout temps et en tout lieu? C'est que les travailleurs de la terre sont exploités, vivent un travail pénible, heu et hem et dévalorisé, heu et donc voilà, même, je veux dire, malgré ou à cause de la modernisation agricole, la mécanisation, la chimisation, en fait, les agriculteurs aujourd'hui, oui, ils ont peut-être un travail physique moins pénible qu'avant, mais malgré tout, ils se cassent toujours le dos et en plus, maintenant, ils se suicident plus qu'avant. Du coup, non, c'est pas fantastique. Donc ça, c'est pour le travail. Du point de vue de l'alimentation, on voit que, malgré l'extension de la sphère capitaliste à l'agriculture, de manière mondiale, notamment depuis, les années 90 avec, l'intégration de l'agriculture dans les accords de libre-échange, la faim dans le monde n'a pas vraiment régressé depuis, et même en France, qui est censée être une grande puissance agricole, il y a, plein de gens il y a environ 10 de la population
qui recourent à l'aide alimentaire. Il y a, 1/3 des personnes, donc pas les gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui sautent un repas de temps en temps pour des questions économiques. Donc c'est pas très efficace pour lutter contre la faim et en plus, ça a un coût environnemental, absolument astronomique. Ça défonce la biodiversité, ça participe au réchauffement du climat, ça perturbe les cycles de l'eau. Donc vraiment ça c'est un système qui marche pas, quoi. Je veux dire, je pense que c'est vraiment, la ce qu'on peut dire de ça, c'est que si on étudie vraiment de manière, naïve et empirique la chose, le capitalisme dans l'alimentation et je pense qu'on pourrait, élargir ça à plein de sphères d'activité, mais dans l'alimentation, dans l'agriculture, ça ne marche pas et donc j'ai envie de dire, c'est une question de survie. Donc après, est-ce que c'est une question de gauche? Moi, j'ai l'impression que la droite est nihiliste et de plus en plus nihiliste et donc du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça n'est défendu que par des gens qui se réclament de gauche. Mais voilà, c'est enfin, la phrase de Marx, c'était le: «Les capitalistes, périront dans les eaux glacées du calcul égoïste». Là, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que, vu comment on est en train d'y aller, on va périr avec eux, dans ces eaux glacées du calcul égoïste et c'est pas très cool, donc va falloir y faire quelque chose assez rapidement. Mais voilà, après, est-ce que c'est une idée révolutionnaire? Je sais pas si c'est une idée révolutionnaire, c'est que en tout cas pour en sortir, il va falloir, mettre en place, quelque chose de radical qui nous permette de faire une rupture radicale avec le capitalisme et que l'option révolutionnaire est quand même, une option, à envisager, pour cela. Donc voilà, donc c'est pas forcément une idée de gauche ou une idée révolutionnaire, mais par contre, il va falloir des actions de gauche et des actions révolutionnaires pour en sortir. Merci Tanguy pour cette réponse très intéressante. Et on va continuer sur cette question de transition en dehors du capitalisme. Est-ce que tu pourrais nous dire quel rôle l'État joue-t-il ou pourrait-il jouer dans une communalisation des terres agricoles et quelles sont, selon toi, les limites de son intervention? Ouais. Alors, juste avant de dire ce que je vais dire, hem moi, je m'inscris dans des traditions qui sont plutôt communistes, et libertaires et qui visent, au dépassement ou au dépérissement de l'État, en tout cas de l'État, au sens, moderne du terme, au sens bourgeois du terme, qui reste un système d'oppression, organisé par une minorité pour une minorité. Donc voilà, je m'inscris pleinement là-dedans. Néanmoins, d'un point de vue très pragmatique, on voit bien que les options révolutionnaires à court terme, les perspectives de grand soir, ne sont pas forcément là et que, les attendre ou, essayer de construire, les conditions de possibilité du grand soir, mais, en se disant que toute échelle d'action intermédiaire serait, vouée à l'échec et inutile, relève un peu du romantisme et je pense, finalement reste, l'apanage de gens qui ne vivent pas si mal que ça dans le capitalisme et qui peuvent se permettre de penser comme ça et qu'il y a quand même beaucoup de gens qui souffrent et qu'on ne peut pas se permettre de dire: «Bah, vous souffrirez en attendant l'avènement du royaume des cieux», qu'il soit communiste ou catholique, mais finalement il y a un peu cette idée, de il faut attendre que ça aille mieux. Donc non, il faut faire des choses tout de suite et dans ce cadre-là, l'État est un lieu de la bataille, pour l'émancipation humaine, pour l'écologie et il faut mener, cette bataille au sein de l'État. Hem et donc là où on peut s'inscrire là-dedans, c'est de dire, est-ce que à travers les règles du droit actuel, avec l'État tel qu'il est aujourd'hui, on peut construire, des institutions, qui sont radicales, qui sont, déjà là, d'une société post-capitaliste et un peu la tarte à la crème, l'idée sur laquelle on se repose, c'est par exemple celle de la sécurité sociale, de dire: «Bah, on a quand même réussi à organiser peu ou prou des pans entiers de la santé, notamment du système de soins». Pour les médicaments, c'est plus compliqué parce que l'industrie pharmaceutique a vraiment réussi à s'immiscer dans ce système. Mais en tout cas, pour la production de soins, même si les médecins sont très bien payés, on n'est pas dans un système complètement capitaliste, on est dans un système qui est quand même et qui reste toujours socialisé. Donc on peut faire des grandes réformes radicales qui sont déjà là et qui pourraient, finalement, survivre, au dépérissement de l'État et au dépassement du capitalisme.
heu, parce que, ça serait la sécu telle qu'elle est aujourd'hui, modulo 2-3 choses, ça pourrait être une façon de gérer, la santé dans une société post-capitaliste. Donc l'idée, c'est de dire l'État, dans une certaine configuration de rapport de force, peut permettre ce type de réforme radicale. Donc il faut viser à les faire. Donc il ne faut pas, se dire: «On va faire des petites, réformettes à droite à gauche, qui ne changent pas grand-chose, qui, nous bercent d'illusions». Mais on peut quand même avoir des ambitions, avant d'avoir aboli l'État. Je pense que ce qui est important, c'est de se garder en tête, de créer ces institutions de manière à ce qu'elles puissent survivre au despérissement de l'État. C'est-à-dire d'avoir des choses qui se créent. Voilà, la sécurité sociale, finalement, elle est instituée par une loi, ou des ordonnances en 45-46, mais au final, c'est un système qui pourrait survivre à la fin de l'État. Alors pas dans la situation actuelle puisqu'aujourd'hui le budget de la sécu a été réintégré dans le budget de l'État depuis 1995, mais au départ, c'est des institutions indépendantes gérées par les travailleurs qui gèrent la santé. Donc il faut une loi, il faut que l'État légifère, mais en fait, après ça crée des institutions qui pourraient survivre et qui dépendent pas forcément, de l'État. Et ça, c'est, ce que le sociologue, Eric Wright appelle l'érosion du capitalisme. Voilà, l'idée, c'est une des stratégies de lutte contre le capitalisme, c'est pas la seule, on y reviendra certainement et il faut pas que ça soit la seule, mais une des stratégies, ça va être l'érosion du capitalisme par la mise en place d'institutions, révolutionnaires, proto-révolutionnaires, qui finalement favorisent le dépérissement de l'État ou pourraient survivre, à l'État. J'ai pas donné vraiment d'exemple dans ce qu'on dit là, mais peut-être qu'on y reviendra sur les institutions, de la régulation de l'accès à la terre en France. Je pense qu'on a des institutions qui relèvent vraiment de ces déjà là, donc voilà, je mets un petit teasing, mais on y reviendra certainement après, mais voilà, on a des exemples dans l'agriculture sur ce sujet-là, il y a pas que la sécu, quoi. Alors peut-être que tu pourrais parler un peu de comment la collectivisation soviétique est parfois utilisée en tant qu'épouvantail lorsqu'on Mmh. parle de ces sujets. Ouais, alors effectivement, bah, alors déjà l'URSS est brandie, en tout cas l'histoire de l'URSS, est brandie comme, quelque chose qui invaliderait toute idée de communisme, comme si, le stalinisme était, finalement, la seule, vision possible du communisme, historiquement et que, comme ça n'a pas marché, ça invaliderait toute idée, de communisme ou même de collectivisation, de pans de l'économie. Donc ça, bon, c'est assez facile à déconstruire parce que, ouais, Staline, et l'URSS, heu, surtout post-léniniste, n'a plus grand-chose à voir avec, ce que beaucoup de gens, voient, ou imaginent dans le communisme. Donc bon, voilà, ça c'est historiquement et théoriquement, ça tient pas la route. Mais en plus, hem même, ce qu'étaient vraiment les kolkhozes et les sovkhozes est en fait très peu connu. Il y a très peu de gens qui s'intéressent à ça, aujourd'hui en France et donc c'est juste brandi pour dire: «Regardez, les gens, ils mangeaient mal, en Union soviétique, du coup, ça marchait pas». Alors que bon, on l'a vu tout à l'heure, le capitalisme ne marche pas forcément beaucoup mieux et d'ailleurs il y a des réflexes de nostalgie, dans les pays de de l'ex-bloc soviétique et par exemple, je pense qu'un des fondements, du populisme en Pologne aujourd'hui se base sur l'idée que beaucoup de populations rurales, en fait, finalement, avaient accès à des ressources, à des droits de manière beaucoup plus, facile dans l'Union soviétique et que, ils n'ont pas du tout bénéficié du passage au capitalisme, et que ça a créé du ressentiment et que ce ressentiment est ensuite capté par l'extrême droite, ce qui est un autre problème. Mais vraiment, il y a plein de manières d'imaginer la collectivisation des terres qui n'est pas, ni le grand bond en avant de Mao, ni, les kolkhozes et les sovkhozes. Et quand bien même, il faut vraiment étudier comment ça se passait dans les kolkhozes et les sovkhozes et il y a peut-être des choses qui étaient pas, si débiles que ça dans ces organisations-là et en plus ça a évolué, au niveau, au niveau historique. C'est-à-dire que la façon dont c'est mis en place en 17 n'est pas la façon dont, ça fonctionne en 23, n'est certainement pas la façon dont ça fonctionne en 56. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un truc à déconstruire, tranquillement, de dire,
c'est facile de mobiliser des épouvantails historiques, mais c'est pas très malin, quoi. Mhm. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que permet aujourd'hui le droit français pour sortir les terres agricoles de la logique marchande? Il y a un truc qui est vraiment hyper intéressant avec l'agriculture française, c'est que donc on a, les enclosures à la française, donc la sortie, de du mode de production féodal et l'entrée de la France dans le capitalisme. On peut dater ça de la Révolution française plus ou moins et donc, en tout cas le régime de propriété privée sur les terres par exemple, c'est, le code civil 1804 et ce code civil, napoléonien, il est toujours en vigueur. C'est-à-dire que la définition de la propriété privée, dans le code napoléonien, c'est l'article L 544 du code civil, vous pouvez aller regarder, c'est le même qu'en 1804, il est toujours en vigueur aujourd'hui en France. Heu donc ça commence vraiment là, en France et ce qui est assez intéressant, c'est que, hem, l'agriculture ne va pas rentrer dans le capitalisme en France. C'est-à-dire qu'en fait, entre 1804, et 1950, l'agriculture va rester une agriculture, proto-capitaliste où, les agriculteurs vont produire leur propre subsistance et vendre le surplus aux villes. Et donc là, on va avoir, entre 50 et 30 de la population active, française qui va travailler la terre. Heu, voilà, donc ça, c'est l'agriculture française qui rentre pas dans le capitalisme. Le capitalisme s'étend dans les manufactures, dans l'industrie, éventuellement dans la mine, mais va pas vraiment s'étendre dans l'agriculture en France. Et ça va, voilà, ça va perdurer jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et hem et en fait, le marché, la main invisible du marché ne va pas faire rentrer l'agriculture française dans le capitalisme. Et nous, à partir de 45 et jusque dans les années 60, c'est la main très visible de l'État qui va pousser l'agriculture française dans le capitalisme en disant: «Bon, bah, maintenant ça suffit, il faut que l'agriculture se modernise, il faut que l'agriculture rentre dans le capitalisme». Parce qu'il y a il y a cette vision un peu, enfin, c'est pas une vision, c'est cette logique du capitalisme, en fait, d'étendre sa logique, à toutes les sphères d'activité humaine et notamment à tous les pans de l'économie et que, voilà, c'est le moment où on décide que, il va falloir, faire rentrer l'agriculture française dans le capitalisme et notamment parce que, on industrialise encore plus et que, 30 de la population active qui travaille dans l'agriculture, c'est 30 de bras en moins pour, construire des autos, pour aller extraire du charbon et cetera. Et donc on l'État décide de faire entrer l'agriculture dans le capitalisme avec l'aide d'une fraction minoritaire, des agriculteurs et pour le faire, elle va devoir embarquer cette fraction minoritaire des agriculteurs en leur demandant des droits, en leur donnant du pouvoir et donc ça va être, la création de ces institutions. Donc j'ai parlé du fermage tout à l'heure, donc voilà le fait de bloquer les propriétaires. Les propriétaires avaient absolument pas intérêt à ce que l'agriculture se modernise. Eux, ils touchaient une rente foncière, ils étaient les rois du pétrole dans ce système-là, donc il va falloir bloquer les propriétaires pour libérer des bras et moderniser l'agriculture, faire rentrer les tracteurs et la chimie, dans les champs. Et pour ça, il faut embarquer les agriculteurs parce qu'on n'a pas envie de faire une révolte de 30 de la population active, c'est pas du tout acceptable dans le paysage politique. Et donc il faut embarquer les agriculteurs là-dedans. Et donc on va créer des institutions d'accès à la terre notamment. Donc, suite, au statut du fermage dans les années 60, il y a de nouvelles réformes qui sont menées par Pisani, Edgar Pisani, donc qui est ministre de Gaulle, même si lui se réclame, du parti socialiste, et il sera d'ailleurs, un socialiste, ensuite jusqu'à la fin de sa vie. Et il va mettre en place des réformes d'accès à la terre, donc l'ISAFER, donc sur le marché des ventes des terres agricoles, une institution co-gérée entre l'État et les syndicats agricoles qui peut intervenir et dire: «Bah, telle terre ne sera pas vendue à telle personne, mais sera vendue à telle autre personne» et qui va aussi réguler, le prix de la vente des terres agricoles. Ce qui fait que le prix des terres agricoles en France reste assez modique par rapport, au prix des terres chez nos voisins européens, par exemple. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le contrôle des structures, qui fait à peu près la même chose sur le marché des locations. Puisqu'en fait, en France, aujourd'hui, 60 des terres ne sont pas exploitées par leurs propriétaires, mais sont louées, par leurs propriétaires à des agriculteurs. Et donc aussi, pour pouvoir louer une terre, il faut l'accord du propriétaire, donc ça, c'est le droit de propriété, moderne, classique. Il faut aussi l'accord de l'État, il faut une autorisation d'exploiter et cette autorisation d'exploiter, elle va être accordée, suite à l'étude, de
du droit au bail par une commission qui réunit les syndicats agricoles et l'État, et qui s'appelle la Commission départementale de rotation agricole. C'est pas, enfin, voilà, TDOA, c'est pas très intéressant, mais il faut juste garder en tête que l'allocation de la ressource en terre est partagée entre le marché pour les ventes et des institutions qui allouent les terres indépendamment du marché de régulation, donc les SAFER et le contrôle des structures. Et donc on a ce que je disais déjà là, des institutions qui existent, qui préexistent, qui sont totalement acapitalistes, voire dans une certaine mesure anticapitalistes, notamment sur les locations agricoles, puisque le prix du fermage est fixé, le prix du loyer agricole est fixé par arrêté préfectoral. Donc les propriétaires ne peuvent pas définir le loyer. Le droit de louer à une personne est contrôlé par l'État et les syndicats agricoles. Et on n'a pas le droit de vendre le droit au bail, c'est-à-dire il y a pas de porte. Un fermier donc qui a un contrat de location sur les terres ne peut pas revendre ce contrat de location à un autre fermier. Donc c'est le droit d'accès aux terres par la location n'est pas un droit marchand. Donc voilà, et ça a été utilisé pour faire rentrer l'agriculture dans le capitalisme parce que le marché n'arrivait pas à le faire, parce que finalement, le coût d'accès à la terre vient ponctionner la faible rentabilité de l'activité agricole. L'activité agricole produit pas beaucoup de valeur ajoutée en France, et donc, de manière contre-intuitive, tes conquêtes sociales sont ce qui va permettre de faire rentrer, l'agriculture française dans le capitalisme, et notamment le fait d'avoir un accès de longue durée à la terre. Ça va permettre aux agriculteurs de s'endetter, d'acheter des tracteurs, et donc en fait, là où c'est un pacte un peu faustien, et c'est là où il y a quelque chose à travailler et ces institutions sont pas parfaites, c'est que, les agriculteurs sont sortis de la coupe du propriétaire terrien pour rentrer sous la coupe du banquier, et donc c'est pas vraiment un gars fantastique, au final, quoi. Tu as mentionné les SAFER, qui sont des organismes souvent critiqués en France aujourd'hui, mais qui semblent pourtant susciter l'intérêt de certains mouvements paysans à l'étranger. Alors, je ne vais pas te demander une présentation exhaustive de ce que sont les SAFER, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur leurs atouts, pourquoi sont-elles critiquées et en quoi peuvent-elles inspirer? Et si tu veux, tu peux ensuite élargir un peu en évoquant d'autres aspects de l'agriculture française qui pourraient servir de source d'inspiration ailleurs. Donc très rapidement, les SAFER donc sont créés par, une loi de 1960. C'est les sociétés anonymes à but non lucratif qui ont une délégation de service public. Leur gouvernance est composée, à la fois, de représentants de syndicats agricoles, de représentants de collectivités territoriales et de représentants de la société civile. Alors c'est une société civile un peu particulière parce qu'on a les banques agricoles, on a les fédérations de chasseurs, on a la mutualité sociale agricole, mais on a aussi des associations de protection de la nature et de l'environnement. Et leur rôle, c'est, d'acheter et de revendre des terres. Sauf que quand elles revendent des terres, elles ne les revendent pas au plus offrant. C'est-à-dire elles fixent le prix a priori et elles vont décider de qui va pouvoir acheter ces terres, au regard, d'orientations qui sont fixées par l'État. Donc l'État dit voilà, les priorités, pour, l'accès à la terre, ça va être, la création d'emplois, ça va être, le maintien du caractère familial de l'exploitation agricole, tout un tas de choses, et donc les affaires doivent, au regard de ces objectifs, dire, qui parmi les candidats qui voudraient acheter les terres au prix fixé, qui est le même pour tout le monde, qui va, qui va pouvoir acheter la terre. Heu, donc ça, c'est le fonctionnement classique des SAFER. Donc on voit déjà que c'est un fonctionnement qui est un petit peu, à côté de la logique marchande. Là ou en tout cas de la logique capitaliste de maximisation du profit, puisqu'il y a pas une mise en compétition, au plus offrant. La deuxième chose, c'est qu'elles sont titulaires d'un droit de préemption. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a une vente qui se passe, hors de leur intermédiaire, heu, elles peuvent éventuellement, selon certains critères, encore une fois fixés par l'État, se substituer à l'acquéreur initial, acheter les terres et les revendre à qui elles le veulent. Heu donc voilà, et ce droit de préemption peut même être exercé en révision de prix. C'est-à-dire que si elles estiment que le prix est trop cher, toujours une fois selon, des critères fixés par l'État, elles vont pouvoir dire: «Bah, en plus, on on se substitue à l'acquéreur initial, mais en plus, on va vous payer moins cher». Heu et donc ça permet de réguler, le prix des terres. Donc on voit qu'il y a une logique qui est quand même
très, très en dehors de la logique de marché classique, libérale, qu'on peut connaître, dans ce système-là et qui vient acter que la terre n'est pas une marchandise commune. Hem, donc tout ça, c'est très beau et effectivement, pour, tous nos voisins européens et même, ailleurs dans le monde, des mouvements paysans, qui, n'ont pas ce type d'instrument, se disent: «Bah, c'est quand même assez fantastique. On a une institution, qui, permet de sortir, les terres de la logique de marché sur leur achat à leur les problèmes, c'est, l'organisation du syndicalisme agricole, c'est-à-dire que, le syndicalisme, ces institutions, elles ont été créées à une époque où, la population agricole, était globalement, la majeure partie de la population, rurale et une partie substantielle de la population, française. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est 1,5 de la population active, c'est 5 de la population rurale. Donc c'est une population qui est ultra minoritaire et donc elle perd en légitimité à décider toute seule. Mais elle se comporte de manière corporatiste, c'est-à-dire qu'elle part du principe que les agriculteurs vont définir tout seuls, qu'est-ce qui est bon pour l'agriculture, mais ça veut dire qu'est-ce qui est bon pour les territoires, les paysages, l'alimentation, l'environnement, le climat, sans avoir de compte à rendre à personne et avec un État qui a tendance à, laisser, le syndicat, décider tout seul de ses orientations. Heu, voilà pour, des raisons à la fois symboliques parce que, l'agriculteur reste une figure, très aimée des Français et très mobilisée et notamment mobilisée de manière identitaire par la droite et l'extrême droite et tous les mouvements conservateurs et réactionnaires et aussi par une capacité à mettre en place un rapport de force, heu, voilà, avec des gros engins, une capacité de blocage, mais cette capacité de blocage, elle est démultipliée par, la bienveillance de l'État puisqu'on a vu là en 2024 avec les manifs d'agriculteurs que, bah, quand on bloque avec un tracteur pour réclamer, la capacité de détruire l'environnement, la police vous protège alors que quand on manifeste, pour ces retraites ou contre, les bassines, l'État vous réprime. Donc, il y a cette double pénétration entre la capacité à mettre un rapport de force, mais aussi avec une capacité symbolique à obtenir la bienveillance de l'État et de la population, là où d'autres mouvements sociaux ne bénéficient pas de cette bienveillance, quand bien même ils mettent en place un gros rapport de force. Et donc voilà, c'est cette je pense que en soi, le mécanisme de la SAFER est extrêmement intéressant, mais il y a 2 choses qui pourraient être intéressantes d'y modifier. C'est, heu, le périmètre du tour de table, le gouvernement de l'organisation, qui est légitime ou pas à y siéger. Donc par exemple, les mangeurs, les consommateurs, qui pourraient avoir leur mot à dire sur, bah, qu'est-ce qu'on va produire sur le territoire, pour une alimentation locale, n'ont pas leur mot à donner dans ces organisations, donc il faudrait les intégrer là-dedans. Heu le système de représentation même du syndicalisme agricole, aujourd'hui est complètement biaisé et je ne vais pas rentrer dans ce détail là parce que pareil ça prendrait, 1 heure, mais c'est assez documenté. Là il y a un problème donc sur le périmètre, le contour de l'organisation et puis sur les objectifs qui lui sont donnés, parce qu'effectivement, par exemple, la question écologique est très, très peu prise en charge dans ces organisations-là. Or, ça devient quand même un sujet majeur dans l'agriculture et donc il faudrait que les orientations données à ces organisations, changent. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'à la fois ça peut être problématique dans son usage, mais c'est extrêmement inspirant, dans sa structure, et je pense que ça a vocation effectivement à pouvoir être utilisé, ailleurs, en Europe, et dans le monde et donc d'ailleurs un échange, il y a plein d'échanges au sein du syndicat, de la Via Campesina au niveau européen ou avec un réseau qui est auquel participe Terre de Liens qui s'appelle Access to Land, voilà, il y a plein d'échanges sur, quels sont les bons usages et quels sont les mauvais usages et par exemple, il y a eu des réformes en Écosse et en Irlande, des réformes foncières et les SAFER ont été scrutées très, très fortement par les militants qui essayaient d'influencer sur ces réformes foncières, en Irlande et en Écosse, pour que ça aille le mieux possible. Tu parles de l'Écosse et de l'Irlande, alors j'en profite pour te poser une question plus large. Est-ce qu'il existe des pays qui ont tenté de transformer radicalement leur régime foncier? Est-ce que tu pourrais nous en donner quelques exemples? Je vais être taquin et je vais dire, bah, en fait, on en a parlé puisque, techniquement, l'Angleterre,
les enclosures, c'est un changement radical de régime foncier, donc voilà, pas forcément pour le mieux, mais c'est c'est une réforme radicale de régime foncier. Donc le code civil de 1804, c'est aussi une réforme radicale, du foncier et voilà et ce mouvement-là de changement de régime foncier, il continue un peu de par le monde parce que, dans la mondialisation libérale et néolibérale, les institutions internationales qui, orientent l'économie, et notamment la Banque mondiale ou le FMI ou d'autres accords de libre-échange à des échelles plus petites, heu, vont pousser à, la marchandisation des droits fonciers. C'est-à-dire qu'il y a encore plein de pays où finalement la terre appartient à l'État, donc ce sont des régimes fonciers étatiques et cette terre est gérée soit par l'État, soit par des droits coutumiers, soit à la fois par l'État et des droits coutumiers, ce qui peut d'ailleurs mener à des frictions. Les institutions, libérales, de l'économie capitaliste vont pousser à la libéralisation des droits fonciers. Par exemple, c'est quelque chose qui a été à l'œuvre et qui est encore à l'œuvre, un peu partout, en Afrique subsaharienne, où ça génère d'ailleurs, un certain nombre de conflits et les oppositions à ces logiques-là ont pu, mener à des problématiques. Je pense au Mali, par exemple. Je pense qu'une des raisons, qui fait que Thomas Sankara a été assassiné et renversé, était ce rapport, ce rapport à maintenir un droit foncier qui était et une agriculture qui n'était pas pleinement intégrée dans le capitalisme. Hem Et dans je pense que dans l'imaginaire collectif, la question de changement de régime foncier en dehors du capitalisme, elle est associée à l'idée de réforme agraire et elle est très fortement associée à un imaginaire plutôt latino-américain. Donc là, je renvoie au titre de ce podcast puisque Terra Libertà, c'est, avant d'être un journal pour les révolutionnaires espagnols, c'est un un slogan, inventé par Flores Magón, qui est un révolutionnaire mexicain. Et effectivement, une des grandes réformes agraires, un petit peu emblématiques, du XXe siècle, c'est la réforme agraire de la révolution mexicaine de 1917, qui recrée un régime, finalement de commun, hem, sur les terres mexicaines et qui essaye d'émanciper les travailleurs de la terre mexicaine. Alors c'est pas une complète réussite cette réforme agraire, mexicaine, heu, mais ça amène quand même une certaine émancipation des travailleurs de la terre, même s'il y a des phénomènes, de jeu de pouvoir interne et de réaccaparement de l'économie agricole par les anciens, propriétaires latifundiaires. C'est-à-dire qu'ils possèdent plus la terre, mais en fait, ils possèdent les moyens de l'économie et donc ils vont, ils vont plus exploiter les paysans en tant que propriétaires terriens ou en tant que grands patrons. Ils vont laisser les paysans produire eux-mêmes, mais ils vont gérer le commerce. Donc en fait, ils vont mettre les paysans sous coupe réglée, en gérant le commerce. Donc ça a pas complètement fonctionné, mais ça allait clairement dans le bon sens. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce régime foncier, donc dit des éridos, au Mexique, il va être, aboli il me semble, au début des années 90. Et finalement l'abolition du régime des éridos, alors c'est pas Flores Magón qui le met en place, c'est la révolution zapatiste. Et en fait, elle est à peu près concomitante avec le soulèvement zapatiste, au Chiapas, qui est un des grands mouvements révolutionnaires, autour de la question de l'accès aux terres, récent. Et donc voilà, dès que les éridos sont abolis, par, le gouvernement mexicain, il y a un soulèvement populaire. Alors, la causalité serait un petit peu compliquée à mettre en œuvre, mais en tout cas, il y a un symptôme qui est de la remise en cause, des communs et concomitante avec un moment, d'effervescence sociale et d'effervescence révolutionnaire, au Mexique. Donc là, on a quand même des informations, pas inintéressantes. Et peut-être pour terminer un tout petit peu ce tour, d'horizon, c'est le géopolitiste, Pierre Blanc qui a étudié, les évolutions historiques des régimes fonciers, sur les 2 derniers siècles un peu partout dans le monde. Et
et lui, il dit, en gros, il y a une corrélation assez forte entre la stabilité des régimes politiques et une certaine égalité dans l'accès aux terres. Voilà et par exemple, il cite, la le coup d'État de 1964 au Brésil. En gros, le il y a un projet de réforme agraire au Brésil et une des raisons du coup d'État, il y aura une des forces qui va participer au coup d'État, qui est un coup d'État militaire, mais qui n'est pas apporté uniquement par une junte militaire, c'est les grands propriétaires terriens brésiliens qui, voyant arriver une réforme foncière, vont se solidariser avec la junte militaire pour, mettre en place ce coup d'État. Et voilà. Après, cet aspect mécaniste de l'égalité de l'accès aux terres sur la stabilité des régimes politiques, je pense elle est moins vraie, dans des économies où, l'agriculture est moins importante, ou en tout cas l'agriculture est le fait d'un nombre plus faible de travailleurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas du tout valable pour, l'Europe occidentale, c'est pas du tout valable pour les États-Unis. Finalement, l'agriculture ne concerne plus qu'un nombre très limité de travailleurs, mais je pense que c'est assez valable, à l'échelle des 2 derniers siècles, donc ça, c'est quand même une information pas inintéressante à garder en tête. Je vais changer un tout petit peu de sujet pour parler d'une idée que tu défends, la sécurité sociale de l'alimentation. En quoi consisterait-elle concrètement et selon toi, dans quelle mesure sa mise en œuvre est-elle réalisable? Ouais, on a un petit peu abordé ça tout à l'heure quand je disais que, finalement le système alimentaire orienté par le capitalisme amenait à la fois à, une exploitation des travailleurs de la terre et plus généralement des travailleurs des filières alimentaires, hein, parce que, et les, et les caissières de supermarchés, les gens qui travaillent dans les abattoirs, dans les usines de transformation alimentaire, c'est pas des boulots, heu, super émancipants, très bien payés, très bien valorisés, donc c'est pas vraiment quelque chose de très intéressant et à l'autre bout de la chaîne, on voit que, bah, il y a des destructions écologiques et que, globalement, ça permet pas une alimentation de qualité, heu, ou en quantité suffisante. Donc il y a un problème, là-dedans, donc et je repars aussi de ce que j'ai dit tout à l'heure sur, bah, qu'est-ce qu'on peut espérer faire, dans une mesure où les idées révolutionnaires sont pas forcément, complètement majoritaires dans la société. L'inspiration de, la sécu, du Programme national de la résistance qui met en place des réformes radicales, qui sont pas la sortie du capitalisme, loin de là, donc qui permettent quand même, bah, d'acquérir des droits, de faire des conquêtes sociales et de soulager, la souffrance des gens, ce qui est quand même pas mal, et dont on peut se rêver à court terme. Hem, donc l'idée qui s'est posée, c'est de dire, bah, si on voulait organiser, le système alimentaire à distance du capitalisme, comment est-ce qu'on pourrait repartir de ce qui a été fait, en 46 avec la sécu et de l'appliquer, à au système alimentaire? Et donc c'est ça l'idée de sécurité sociale de l'alimentation. Donc c'est la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale qui serait une branche alimentation et qui partirait des 3 grands principes de la sécu de 46 qui sont, l'universalité. Donc l'idée que c'est un droit acquis à tout le monde, aux plus pauvres comme aux plus riches, donc de faire société, tous ensemble à travers l'alimentation. Donc ça se traduirait par une allocation alimentaire, de 150 € par mois par personne qui serait versée, à tous les habitants, tous les résidents, du territoire français. Heu, donc 1er pilier, l'universalité. 2e pilier, heu, la démocratie. Donc l'idée, c'est que, ces 150 € ne pourraient pas être, dépensés sur n'importe quel produit auprès de n'importe quel producteur ou commerçant, mais, ils seraient disponibles sur, une quantité, enfin sur en tout cas, une liste de produits et de producteurs conventionnés. Donc là, on retrouve l'analogie, avec le conventionnement des professionnels de santé, de l'assurance maladie. Donc, et ce conventionnement, il serait décidé par des caisses de sécurité sociale de l'alimentation locales, organisées démocratiquement et qui diraient: «Bah, nous, en fait, on fait société ensemble autour de telle alimentation et donc les 150 € par personne et par mois, il va être possible de les dépenser sur telle alimentation qu'on estime, être, l'alimentation, socialement acceptée, acceptable, dans ses conditions de travail, dans ses conditions écologiques de production, et dans, sa qualité, nutritionnelle, symbolique, et cetera.
Donc deuxième pilier, la démocratie. Et troisième pilier, c'est celui de la justice économique. C'est le financement de tout ça et le financement par la cotisation, c'est-à-dire par la socialisation de la valeur au moment où elle est produite. L'idée, c'est pas d'avoir un impôt qui vient rééquilibrer les inégalités sociales, mais c'est de dire, bah, finalement, la valeur, elle est produite dans la société parce que la société existe et donc la société a droit d'orienter la répartition de cette valeur au moment où elle est créée et pas pour venir amortir des inégalités et donc au final justifier ces inégalités. Donc voilà, donc 150 € par personne et par mois à dépenser sur des produits conventionnés auprès de professionnels conventionnés, le tout financé par de la cotisation sociale. Et donc c'est ça l'idée de sécurité sociale de l'alimentation. Et donc c'est pas une sortie du capitalisme, c'est pas tout à fait une sortie même du marché puisqu'il y a un marché très encadré, très régulé, mais un marché quand même de l'alimentation conventionnée. Mais ça vient répondre à un certain nombre de problèmes qui est que, bah, là on peut, fixer des prix rémunérateurs pour les travailleurs des filières alimentaires puisque, on réunit l'argent et on solvabilise les gens pour, payer, les produits à leur juste prix, à leur juste valeur. Ça permet aussi d'orienter et de transformer le système productif puisqu'on a une part substantielle de l'alimentation qui est socialisée et donc sous l'orientation des caisses, de sécurité sociale de l'alimentation. Heu et donc c'est en quelque sorte une façon de communiser, socialiser, l'alimentation, à distance du capitalisme. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée qu'on défend. Alors est-ce que c'est réalisable? Hem, Techniquement, juridiquement, oui, il y a pas besoin même de faire la sixième république, il y a pas besoin de sortir des traités de l'Union européenne. On a travaillé ça avec des juristes, c'est totalement envisageable. Après, la question, c'est celle du rapport de force politique et là, il y a tout à gagner. Donc il y a un gros travail aujourd'hui, qui est mené par tout un tas d'organisations qui sont réunies dans ce collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, qui vise à populariser cette idée, à la défendre auprès des habitants, des habitantes, auprès des citoyens, des citoyennes, de manière à ce qu'elle devienne désirable et qu'elle devienne incontournable dans le débat politique. Un petit peu comme, en fait, la sécu de 46, elle émane de tout un tas d'expérimentations, de tout un tas de théorisations, de pratiques, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui aboutissent au truc inéluctable que, bah, il y a déjà des choses qui existent, avant la Seconde Guerre mondiale, que même sous Vichy, Pétain va créer l'allocation vieux travailleurs et va créer les bases de la retraite et que au CNR met en place la sécu, en 46. Et donc voilà, l'idée c'est d'arriver à ce niveau d'appropriation. Donc ça passe par de l'éducation populaire, de la diffusion, ça passe aussi par de l'expérimentation. Il y a aujourd'hui pas mal de territoires où il y a des gens qui ont réussi à réunir un peu d'argent pour verser les allocations alimentaires à des petits groupes de gens. Alors c'est pas universel, hein, ça va de quelques dizaines à quelques centaines de personnes, mais ça permet bah, de tester, de voir ce qui se passe et si on file l'analogie avec la sécu, ça ressemble un petit peu, à ce qu'étaient les caisses de secours mutuelles au début du XXe siècle en France. Donc voilà, c'est un travail à la fois enthousiasmant, mais de longue haleine, pour, essayer de mettre en place ce type de réforme et et je reprends un petit peu le schéma que j'avais derrière. Ce type d'organisation de l'alimentation, il il pourrait être institué, dès demain par l'État, par une loi, mais si, l'État dépérissait, il pourrait quand même, bah, survivre au dépérissement de l'État et être un système d'organisation de l'alimentation dans une société post-capitaliste. Merci pour cette introduction à la sécurité sociale de l'alimentation. On pourrait sans doute en discuter longuement, les arguments pour, les critiques, la question de sa faisabilité. Mais tu as déjà fait une présentation concise et intéressante. Donc maintenant, pour parler un peu d'activisme, face à l'accaparement des terres et d'autres sujets dans l'agriculture, les modes d'action sont variés. Alors, il y a l'action directe, comme celle des soulèvements de la terre ou des ZAD. Il existe des démarches plus institutionnelles, comme celle de Terre de Liens, où tu travailles. Il y a le plaidoyer politique. Comment évalues-tu aujourd'hui la coopération entre ces différentes formes de lutte en France et selon toi, serait-il nécessaire de l'améliorer?
Ouais, c'est une vaste question, et c'est la question stratégique, et moi, il me semble que c'est une des questions majeures qui se posent, aux gens qui, défendent, voilà, une société plus émancipée et plus écologique. Heu et c'est la question qui se pose, en fait, à la gauche, dans le monde en général, et peut-être en France et sur certains territoires en plus en particulier. Hem et et on est un petit peu, dans un espèce d'entre-deux. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a été, associé à une idée qu'il existait des contre-modèles, révolutionnaires, et donc, l'Union soviétique, ou, pour les les plus libertaires anarchisants, l'Espagne de 36, parfois la Yougoslavie, pour le maoïste, la Chine communiste. Voilà, on a et en fait, ces expérimentations à large échelle, je pense on peut dire, ont échoué, pour le meilleur et pour le pire, et on va pas c'est pas le lieu de faire l'inventaire du meilleur et du pire de de ces régimes-là, mais en tout cas, voilà, ça n'a pas abouti. Et donc, à la chute de l'Union soviétique, au moment où la Chine devient, capitaliste d'État, ou en tout cas, vraiment, s'oriente, dans ce sens-là, ou choisit ce sens-là, je ne sais pas trop comment on peut dire les choses. Il y a plus de contre-modèle, et donc les années 90 arrivent vraiment, à la fois avec, bon, les théories sur la fin de l'État qui sont assez débiles, et je pense que l'histoire a prouvé à quel point elles étaient fausses. Mais un truc de, bah, comment est-ce qu'on peut faire la révolution dans ce cadre-là? Et on arrive à une idée que on va faire des choses dans les marges, on va faire des petites initiatives, et donc on a 2 pôles là-dedans. On a un pôle un peu libertaire romantique, qui est, on va faire des squats, on va faire des petites expériences, et les gens qui militaient dans ces années-là, travaillaient beaucoup autour d'un texte qui s'appelait, mince, de Hakim Bey, j'ai pas aussi, zone temporaire, d'autonomie. Donc cette idée qu'on va créer des zones temporaires d'autonomie, et puis que quand on va être réprimé, on va partir ailleurs, et cetera. Et de l'autre côté, c'est, le développement de l'économie sociale et solidaire, avec, voilà, l'idée qu'on va faire des monnaies locales, des petites expérimentations sur les territoires à des échelles minimes, et que ces petits matins permettront de faire des grands soirs. Nous, voilà, ça c'est la fin des années 90, 20-30 ans après, on se rend bien compte que, bah, c'est pas révolutionnaire, et ça c'est totalement incapable de renverser la vapeur. Et donc tous ces gens-là se posent la question de comment on monte à une échelle, et comment de micro-expériences, comment depuis les marges, on recrée du rapport de force, heu, pour, aller un peu plus loin. Et effectivement, l'expérimentation de la ZAD, heu, a été, très intéressante à Notre-Dame-des-Landes, parce que je pense que quelque part, il y a quelque chose qui relève de cette idée de la zone autonome temporaire, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, les gens qui étaient installés là, qui avaient commencé à construire des choses, nouer des relations sociales, des relations écologiques avec le territoire, ont dit: «Mais nous, ça ne nous intéresse pas que ça soit temporaire, on veut que ça soit durable, on veut rester, en fait». On a goûté à l'autonomie sur le territoire, dans des conditions, très dures, dans des conditions de répression très dures, dans des conditions de vie qui peuvent parfois être assez frustres, hein. La boue à Notre-Dame-des-Landes, je pense que même les zadistes les plus endurcis, sont pas fanatiques de la boue à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est, voilà, c'est ce dans quoi ils ont vécu pendant longtemps. Et ils disent: «Ben, nous, on veut rester là, on veut pas que ce soit temporaire. Donc on veut construire les conditions pour que ça marche sur le long terme». Donc ça veut dire nouer des relations sociales avec des acteurs du territoire qui sont pas des acteurs libertaires, qui sont pas des acteurs autonomes, mais qui, vont être favorables à cette expérimentation sociale d'autonomie sur le territoire. Et donc ça veut dire travailler avec les élus locaux, ça veut dire travailler avec des partis politiques, ça veut dire travailler avec des syndicats. Je pense qu'un des points très forts, ça avait été, la capacité à embarquer, la CGT Vinci dans la lutte à Notre-Dame-des-Landes. Et donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui se crée, qui est de dire: «On va pas juste rester à la marge, on va monter en échelle, à l'échelle d'un territoire, on va pas être temporaire, et on va nouer des alliances qui vont dépasser, ce juste de l'ultra-gauche et de l'autonomie politique, avec différentes forces». Et ça, c'est du point de vue des gens, on va dire, les plus radicaux, les plus révolutionnaires. Et de l'autre côté, il y a tout un tas de gens qui peuvent être très institutionnels dans des partis politiques, qui sont, parfois des militants pacifistes, des militants non violents, qui sont, des gens très légalistes,
et qui, en fait, vont accepter de nouer des alliances avec des gens qui sont illégalistes, qui sont, autonomes, révolutionnaires. Et ça, je pense que c'est vraiment un creuset hyper important, des alliances stratégiques, à gauche en France, aujourd'hui, et qui a créé quelque chose de très intéressant où, la l'opposition entre réforme et révolution, elle n'est pas complètement effacée. Il y a toujours plein de vieux réflexes qui reviennent là-dedans, mais elle est mise de côté, avec l'idée de composition. C'est de dire, voilà, on n'a pas forcément tous les mêmes horizons politiques, on n'a pas forcément tous les mêmes traditions idéologiques, mais on est capable de se mettre d'accord sur un socle minimal pour avancer ensemble et mener des combats, importants, impactants sur les territoires, et pas juste, s'amuser à la marge, mais, mettre vraiment du rapport de force. Et donc ça va, se mobiliser, ça se cristallise, je pense, autour de la date de Notre-Dame-des-Landes, mais ça va se mobiliser sur tout un tas de luttes, et effectivement, je pense, qu'incarne aujourd'hui, les soulèvements de la terre, malgré une grande difficulté d'action, une répression, très forte, et je pense que la répression des soulèvements de la terre est à la hauteur de l'ambition politique qui est portée par ce mouvement-là aujourd'hui, et ça, c'est pas inintéressant. Mais ça va aussi percoler dans tout un tas, d'initiatives politiques, plus institutionnelles, qui essayent de s'articuler avec ça, qui vont aussi mobiliser, la guérilla juridique, la légalité pour contester, les grands projets inutiles et imposés, pour contester, là, très récemment, la loi Duplomb qui réautorise, des des pesticides, et notamment des néonicotinoïdes, qui sont à la fois tueurs d'abeilles et tueurs de paysans, et et cetera. Donc là, on a un peu cette recomposition, et je pense qu'on a, des gens assez responsables et assez intelligents pour essayer de pas s'opposer malgré, des traditions politiques, qui peuvent être, extrêmement différentes, et donc de se dire: «Bah oui, une réforme des SAFER, une réforme, de la régulation de l'accès à la terre en France peut bénéficier à des gens qui sont des squatteurs et qui sont pas forcément des fans du légalisme et du plaidoyer politique», et à la fois, la pression mise sur les bassines, et le fait qu'aujourd'hui, l'action de Bassines Non Merci, fait que, globalement, ça devient assez difficile de construire, une bassine, dans l'ouest de la France. Eh bien, ça vient aussi appuyer le plaidoyer politique pour dire: «Bah, en fait, ça sert à rien de créer des lois qui permettent de construire les bassines, parce que de toute façon, le rapport de force dans la société est tel que ça va pas se passer». À une échelle plus faible, c'est aussi ce qu'on a vécu, avant les soulèvements de la terre et avant, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, sur les OGM. Heu, les OGM sont devenus tellement indésirables dans la société en France qu'en fait, c'est devenu très, très difficile, de les autoriser dans la loi, et en fait, on voit qu'il y a une interpénétration entre des faucheurs qui mènent une action, illégale, et des gens qui vont essayer de faire passer des lois, à l'Assemblée nationale. Donc voilà, il y a tout ça qui se joue, quoi. Pour parler rapidement de Terre de Liens où tu travailles, peux-tu nous en dire plus sur les missions et les actions de cette organisation, mais aussi sur les limites que peut rencontrer un tel modèle que même l'organisation assume? Alors, Terre de Liens, c'est un mouvement citoyen qui s'intéresse à l'idée de préserver et de partager les terres, et les terres agricoles, en tout cas. Donc voilà, l'idée, c'est de dire que la question de la terre agricole, c'est pas qu'une question d'agriculteurs. Évidemment que les travailleurs de la terre, ils ont leur mot à dire sur qu'est-ce que la terre, mais qu'en fait, ça recoupe, les questions d'alimentation, de santé, d'environnement, de paysage, et que c'est pas 1,5 de la population, d'agriculteurs, ou les élus, ou les, urbanistes, qui vont définir de qu'est-ce qu'on peut faire des terres, et qu'il y a vocation à porter une voix de la société civile sur les terres. Donc ça, c'est le grand principe de Terre de Liens. Sauf que quand on a dit ça, on peut faire, de l'éducation populaire, on peut faire tout ce qu'on veut. Heu, on scoltine très rapidement la question de la propriété, il faut être capable de parler de la propriété. Et le meilleur moyen de parler de la propriété, c'est de s'y confronter, pragmatiquement, et donc une des options pour préserver et partager la terre qui a été choisie, ça a été de dire: «Bah, nous, on va devenir propriétaires collectivement. On va mobiliser, des gens qui vont mettre en commun, leur temps et leur argent
pour acheter collectivement des terres et les louer à des agriculteurs qui veulent s'installer en agroécologie paysanne, en agriculture biologique et nourrir les territoires. Donc, mettre en place un principe de solidarité entre des habitants du territoire qui ont un petit peu d'argent et qui vont décider de le mettre là plutôt que sur un livret A, éventuellement récolter un peu de subventions publiques et permettre le développement d'une agriculture écologique là-dessus. Donc aujourd'hui, dans cette action-là, Terre de Liens a réussi à acheter un peu plus de 10 000 hectares de terre en France et a permis l'installation ou le maintien d'environ 800 paysans et paysannes sur environ 400 fermes. Heu, donc c'est assez enthousiasmant parce que c'est vraiment, et puis on se coïncide l'idée de dire: «Bah, voilà, on a acheté collectivement des terres, à qui on est où, selon quelles conditions», et donc on crée à une échelle assez restreinte, une expérimentation de: «Bah, tiens, si vous voulez que la terre devienne un commun demain, comment on la gérerait?» Alors, c'est compliqué parce qu'on n'est pas sorti du capitalisme, donc on doit rendre des comptes, à la société capitaliste, on doit rendre des comptes aux droits bourgeois. Donc tout ça reste un petit peu, bloqué à certaines échelles, mais c'est quand même déjà enthousiasmant et ça permet surtout quelque chose de dire: «Bah, regardez, la propriété privée bourgeoise, la maximisation du profit, c'est c'est pas une fatalité, en fait. On peut s'organiser différemment, y compris dans la société aujourd'hui. On peut trouver plein de gens qui ont envie de s'organiser différemment. Faire de liens, ça mobilise, entre les bénévoles, les gens qui amènent un peu d'argent, un peu de temps, qui adhèrent aux associations, qui font des dons. Ça mobilise, je crois, entre 40 000 et 50 000 personnes en France aujourd'hui. Donc c'est pas rien. Je veux dire, aujourd'hui, il y a pas un parti politique, je pense, très peu de partis politiques qui peuvent revendiquer autant d'adhérents. Hem donc voilà, ça c'est je pense quelque chose qui est extrêmement intéressant, enthousiasmant. Ensuite, bah, la limite de ça, c'est que sur la partie propriété, heu, l la terre en France, c'est 28 millions d'hectares, donc 10 000 hectares sur 28 millions, c'est pas comme ça qu'on va, changer l'agriculture en France. C'est pas comme ça qu'on va changer le rapport à la propriété, de manière formelle. Donc il faut réfléchir des passages à l'échelle. C'est intéressant, c'est enthousiasmant, mais c'est pas suffisant, pour changer fondamentalement, la propriété de la terre en France. Hem donc voilà, cette limite, elle est là et puis il faut trouver les moyens de faire fonctionner ça dans une économie capitaliste. Ça dépend souvent de subventions, auprès, de collectivités qui, sont parfois pas forcément alignées avec l'idée d'une agriculture paysanne ou d'une agriculture biologique. Donc voilà, ça a plein de limites, ça n ça n'est pas suffisant en soi pour renverser la vapeur. Par contre, là où c'est intéressant et là où enfin moi en tout cas, je me sens vraiment à l'aise là-dedans et très fort, c'est que ça permet de mener une bataille culturelle et de dire à la fois l'agriculture paysanne et biologique, ça marche. On dit toujours: «Il y a pas de solution pour les agriculteurs en dehors des pesticides, il y a pas de solution en dehors de l'endettement» et nous, on arrive quand même à prouver qu'il y a des façons de faire différentes et qui ne sont pas moins bonnes, même dans le cadre du capitalisme actuel, qui ne sont pas moins bonnes que les solutions, du capitalisme ou les solutions de la FNSEA. Donc ça, c'est extrêmement enthousiasmant et pareil dans le rapport à la propriété, ça permet de venir percuter un nombre incalculable de lieux communs sur le fait que, la propriété, c'est la manière de garantir les droits de l'homme, que c'est, la manière la plus efficace, de gérer la ressource foncière et là, clairement, on en arrive à prouver le contraire et donc tout ça, ça permet, bah, à la fois d'installer concrètement des paysans et des paysannes à certains moments. Ça permet d'aller mener des projets avec, des collectivités territoriales, des communes, des communautés de communes qui ont envie de faire les choses bien et il y en a plein en France malgré tout. Ça permet de mobiliser des gens dans un agir concret et direct et de scoltiner, ces questions-là, pas uniquement idéologiquement, mais aussi, matériellement, heu et de l'autre côté, ça permet de mener cette bataille culturelle et éventuellement d'aller voir le législateur en disant: «Bah, regardez, nous, on arrive à faire ça. Si vous passez quelques lois, ça pourrait, se démultiplier». Ça serait pas forcément la sortie du capitalisme, c'est pas forcément notre objectif, ultime, mais on peut faire des choses en plaidoyer politique avec ça et on essaye de le faire et parfois on y arrive, des fois on n'y arrive pas et donc ça articulé à d'autres modes d'action directs, articulé, au syndicalisme paysan, non corporatiste qui est mené notamment par la Confédération paysanne, mené à tout un tas d'autres actions écologiques et politiques,
eh ben, ça nous laisse espérer mettre un rapport de force qui, à terme, pourrait être gagnant. Ça me permet de rebondir sur notre question. Tu nous dis que les actions de Terre de Liens aident au plaidoyer politique et que l'activisme permet de faire bouger les lignes. Quels sont selon toi les sujets prioritaires liés au foncier agricole que nos élus devraient davantage porter dans l'arène politique? L'avantage qu'on a, j'ai dit, c'est qu'on a des outils qui permettent d'orienter le foncier à distance de la maximisation du profit et du capitalisme. Donc qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à ça pour que ça devienne vraiment intéressant? C'est, finalement, si on réfléchit qu'on voudrait que, la terre devienne un commun, par exemple, donc un commun, très, très schématiquement, c'est, une communauté légitime qui s'organise démocratiquement pour gérer une ressource dans l'idée que cette ressource, soit préservée et soit pas détruite. Donc en l'occurrence la terre. Donc là, un des trucs qui achoppe dans la régulation de l'accès aux terres en France, c'est la communauté. Quelle est la communauté légitime pour gérer la terre? Et clairement, le tour de table actuel des SAFER ou du contrôle des structures pour le marché des locations des terres ne sont pas les communautés légitimes. Il y a une surreprésentation de certains agriculteurs par rapport au reste de la population, hein, même y compris par rapport au reste de la population agricole. Donc il faut trouver une autre organisation de ça. Et la deuxième chose, c'est les orientations vers qui sont orientées les terres et sur quels critères. Et là, il faut clairement des critères qui sont beaucoup plus sociaux, qui sont beaucoup plus liés à la création d'emplois ou en tout cas de postes de travail rémunérateurs dans l'agriculture et vers l'écologie, qui est clairement pas du tout ça aujourd'hui, et vers les besoins alimentaires des territoires. C'est-à-dire qu'on a vraiment les politiques agricoles sont complètement décorrélées des politiques alimentaires. Et il y a vraiment un enjeu à réencastrer les politiques agricoles et les politiques alimentaires de manière à ce que la production des territoires aille vers les besoins alimentaires des territoires. Par exemple, là, on a une région qui s'appelle les Nice, donc c'est en Charente-Maritime, c'est la région céréalière autour de La Rochelle, qui en gros produit que du blé. Et donc les gens qui veulent bouffer des légumes, ils sont obligés d'acheter des légumes qui viennent de plus loin parce que tout le monde produit que du blé. Et pourquoi on produit que du blé? Parce qu'on a investi fortement dans le port de la Palisse et que pour rentabiliser le port de la Palisse, il faut qu'il exporte du grain. Et donc en fait, toute l'économie du territoire est orientée vers produire du grain, et pas du grain pour nourrir les habitants du territoire, mais produire du grain pour l'exporter partout dans le monde, et y compris aller nourrir du bétail partout dans le monde. Ça n'a aucun sens. Et les méga machines qu'on construit dans ces zones-là, elles sont aussi là pour aller irriguer les céréales qu'on va produire dans ces secteurs-là. Ça n'a strictement aucun sens, outre de maximiser le profit. Hem, donc là, il y a un enjeu à créer des politiques d'orientation, à rebrancher les politiques alimentaires. Alors, en la construisant des institutions de gestion de la terre en commun à long terme qui seraient révolutionnaires, émancipatrices, écologistes, mais à très court terme, en réformant les SAFER, en réformant le contrôle des structures, en créant des schémas directeurs qui orientent ces organisations-là, qui soient plus basés sur les aspirations des populations, et en branchant, il y a des politiques alimentaires donc, qui sont menées par les collectivités territoriales qui s'appellent les projets alimentaires territoriaux, en rebranchant la régulation de la terre et qui va accéder à la terre sur les besoins émis par ces projets alimentaires territoriaux, par les communes et les communautés de communes qui essayent de mener des politiques alimentaires, de relocalisation alimentaire là où elles sont. Donc il y a ces enjeux-là. Donc il y a des choses très pragmatiques, très rapides à faire qui nécessitent soit des lois, soit même des réglementations qui sont totalement faisables dans la Ve République sans sortir des traités européens. Et à la fois, tout ça participe à essayer de construire l'idée qu'on pourrait gérer la terre et l'alimentation comme des communs à terme en dehors du capitalisme. Mhm. Ok. Est-ce que tu as vu des modèles ou des luttes paysannes dans d'autres pays qui pourraient nous inspirer en France? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de mouvements en Europe ou ailleurs qui militent pour une réappropriation des communs? Bah, il y a un truc extrêmement clair aujourd'hui, c'est le mouvement des Sans Terre au Brésil. Alors, c'est pas en Europe, hein, mais c'est clairement
un modèle d'organisation, voilà, là, on est vraiment sur, les paysans prolétarisés qui sont exclus de leur accès à la terre et à la subsistance et comment ils peuvent s'organiser à la base pour aller, reprendre des terres, aux grandes, propriétés latifondières, au capitalisme et produire leur subsistance et s'émanciper, à travers le travail agricole, mais le travail agricole, autogouverné, auto-administré. Voilà, donc le mouvement des sans terre au Brésil, qui est extrêmement important et encore une fois, son degré de subversion, est corrélé au degré de répression, qu'il subit, ou qu'il a subi par le passé avec des assassinats politiques et cetera. Donc là, vraiment, quelque chose de très inspirant. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais la révolution zapatiste et ce qui se passe au Chiapas, sans, sans romantisme aucun et sans idéaliser ces buts-là, mais c'est quand même des expériences extrêmement intéressantes. Hem Voilà, donc après, il y a aussi tout un mouvement de lutte paysanne pour le maintien de régimes coutumiers, notamment en Afrique subsaharienne. Je pense à des choses qui sont menées par, une coordination de syndicats agricoles, en Afrique de l'Ouest qui s'appelle l'Europa. Donc l'idée de dire qu'on n'a pas besoin de libéraliser l'accès aux terres et qu'il faut lutter contre les accaparements de terres et les grandes concessions que font les États à des, firmes de production agro-industrielle. Donc là, il y a des luttes extrêmement inspirantes qui sont menées par des paysans africains. Alors certainement en Afrique de l'Est aussi, moi je connais plus ce qui se passe en Afrique de l'Ouest parce que c'est plus facile de communiquer avec des camarades qui parlent français, mais je pense que ça existe un peu partout. Il y a eu des choses très, très fortes à Madagascar et d'ailleurs l'instabilité politique à Madagascar a été fortement liée à des phénomènes d'accaparement de terres de firmes, du sud-est asiatique qui allaient, produire l'alimentation des populations, notamment coréenne, à Madagascar et donc là, il y avait des gros problèmes. Donc il y a des luttes et qui ont en partie été, victorieuses aussi. Hem, on pense aussi à des luttes contre l'accaparement des terres dans le delta du Niger, voilà, il y a plein de choses qui se sont passées là. Heu et si on revient dans l'espace européen, donc sur la question des communs, il y a, je pense, 2 endroits, où il y a des choses qui sont faites de manière intéressante. C'est-à-dire que la Via Campesina, donc qui est un une coordination de syndicats agricoles et paysans, mondiale, qui est d'ailleurs, je pense, la seule vraiment, organisée à l'échelle mondiale, à laquelle adhère la Confédération paysanne en France, mais les MST, donc les mouvements des sans terre au Brésil, ils en font aussi partie, ont réussi à faire passer à l'ONU une déclaration des droits des paysans et des populations rurales. Donc ça, c'est voilà, une lutte très institutionnelle, sur du droit international qui est pas l'espace le plus investi aujourd'hui et cette déclaration, et aussi des directives volontaires pour la gouvernance des terres qui ont été passées au niveau international à l'ONU, ont été utilisées à la fois par des organisations roumaines, et par des organisations sami, en Finlande pour réclamer des droits communautaires sur les terres et ils ont en partie réussi à gagner. Donc là, il y a des choses très intéressantes à aller regarder et enfin, la réforme foncière irlandaise vient donner des droits communautaires à des villageois, heu, sur l'accès aux terres. En Irlande, qui est un endroit, pour le coup, de grandes propriétés terriennes avec une exploitation, très capitaliste, même si elle est assez extensive, avec des pâtures de moutons, mais qui sont vraiment, très, voilà, très très capitalistes, très industrialisés, quelque part dans leur fonctionnement, et donc il y a, une réforme foncière, en Écosse qui est venue, finalement, sacraliser certains droits, des communautés villageoises sur l'accès aux terres et sur l'accès à leur alimentation. Donc c'est très loin d'être parfait, mais il y a des choses qui se passent. Merci beaucoup. Ça termine cet entretien sur des notes assez positives. Ce sont des victoires qu'il faut célébrer, il me semble. Et ça donne quelques signes d'espoir, même s'il reste évidemment énormément de travail. Pour terminer, est-ce que tu aurais des ressources à recommander pour mieux comprendre les enjeux fonciers agricoles, que ce soit des livres, podcasts, articles ou Mmh. autres? Alors pas uniquement sur la question foncière, mais sur la question agricole et alimentaire en général. Je pense qu'il y a un livre qui commence, alors il est pas très vieux, mais qui date d'il y a quelques années, mais qui reste, je pense, assez incontournable et qui a été un vecteur de radicalisation, sur ces questions de politique agricole et alimentaire. C'est, «Reprendre la terre aux machines», heu
qui a été publié par un collectif qui s'appelle l'Atelier Paysan. C'est au Seuil, dans la collection Anthropocène du Seuil. Donc, je pense que ça, c'est vraiment et c'est très agréable à lire. C'est pas très long, c'est très évocateur et très mobilisateur. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une lecture assez incontournable aujourd'hui. Euh, et ça parle un tout petit peu aussi de sécurité sociale de l'alimentation. Sur la sécurité sociale de l'alimentation, moi, je me permets un peu d'auto-promo parce que j'ai aussi co-signé un livre avec Sarah Cohen sur le sujet qui s'appelle De la démocratie dans nos assiettes pour une sécurité sociale de l'alimentation. Donc ça, c'est aux éditions Charles-Léopold Meyer. Et donc, je conseille aussi, c'est un tout petit bouquin, ça fait une centaine de pages. Je pense que c'est assez digeste et ça permet de situer plein d'enjeux. Après, on avait produit pas mal de choses avec le collectif Reprise de Terre dans lequel je milite. Donc, il y a un hors-série de la revue Social Terre qui s'appelle Ces terres qui se défendent, qui, je pense, vraiment balaye tous les enjeux autour de la question de l'accès aux terres, de l'alimentation, aussi des droits des subalternes aux terres, que ce soit en France, au niveau international, les bassines, l'accès des femmes aux terres, la prise en compte du vivant sauvage, des êtres autres qu'humains dans la Terre. Donc, voilà. Et ça fait, je crois, 180 pages, mais c'est très illustré, très aéré. Je pense pareil, c'est des lectures qui sont pas. Il peut y avoir des choses un peu techniques, mais qui sont quand même assez agréables, dans lesquelles on peut aller piocher. Et puis, avec le même collectif, on a une petite tribune dans un trimestriel qui s'appelle Fracas d'écologie politique, vers lesquels je vous renvoie. Et puis, plus généralement, on collabore avec une revue en ligne qui s'appelle Terrestre, donc terrestre avec un s.org, sur lequel on va mettre en ligne des podcasts bientôt à travers la plateforme Spectre, que je recommande d'ailleurs indépendamment des questions des terres, qui est une très belle plateforme de podcast. Donc voilà, lisez Terrestre sur les questions de reprise de terre, mais sur les questions générales d'écologie politique, c'est extrêmement intéressant. Et puis un dernier coup de cœur qui est mené sur les questions d'agriculture et d'accès à la terre pour les femmes en France. C'est un podcast qui s'appelle Manuel des terres, qui est hébergé sur la plateforme Blast et qui est là, elles viennent de finir leur première saison, 2 camarades, et c'est extrêmement sensible, c'est extrêmement pertinent. C'est à la fois précis, subtil, et très percutant. Donc vraiment, allez écouter Manuel des terres, podcast sur la plateforme Blast. Un tout petit avertissement, le 1er épisode est sur les violences sexistes et sexuelles dans l'agriculture. Hem, c'est assez bourrin. Donc faites, même moi, en y pensant, ça me fait un petit peu chose. Donc écoutez ça quand vous allez bien, quoi. Ou alors commencez par l'épisode 2 de cette série de podcasts. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper important de se renseigner là-dessus. Merci beaucoup. Tu as fait d'excellentes recommandations, certaines que je ne connaissais pas. Et de mon côté, il y a un livre que je recommande souvent et que j'aime beaucoup. C'est Terre et Liberté d'Aurélien Berland, qui est un essai très accessible, à la fois simple à lire et transversal dans sa manière d'aborder les questions d'autonomie. Et j'aurais vraiment aimé le découvrir avant de me plonger dans des textes plus techniques, parce qu'il offre une porte d'entrée très claire sur des sujets parfois complexes. C'est une super ressource. Et enfin, voilà, il y a aussi Geneviève Pruvot qui publie, qui est très proche d'Aurélien Berland, qui produit des choses très intéressantes. Quotidien politique, c'était passionnant. Donc ouais, il y a plein de choses. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de réaliser cet entretien. Alors moi j'avais lu ton livre Cultiver les communs, une sortie du capitalisme par la terre, que j'ajouterai d'ailleurs dans les recommandations en note de l'épisode. Je l'avais trouvé très intéressant, mais j'ai aussi appris de nouvelles choses au cours de cette discussion. Merci beaucoup et à bientôt Tanguy. Merci à toi. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à nous laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est grâce à votre soutien que de plus en plus de personnes peuvent découvrir ces sujets essentiels. Vous pouvez aussi nous soutenir en faisant un don sur notre page Tipeee. Ça nous aide à améliorer la qualité des épisodes et à garantir la pérennité de ce podcast. Le lien est disponible sur notre site
tierraylibertadpodcast.org. Si vous avez des commentaires ou des idées de futurs invités, écrivez-moi à thomas@tierraylibertadpodcast.org. Les transcriptions de tous les épisodes sont accessibles sur le site et traduites en plusieurs langues. Enfin, pour ne rien manquer des prochains épisodes, inscrivez-vous à notre newsletter directement sur le site et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Un grand merci pour votre écoute et à très bientôt dans Tierra y Libertad.